Bonjour, je voudrais vous parler aujourd'hui de ce qu'on appelle la structure requise d'une entreprise, la structure qui aspire à être. Alors pour bien comprendre ça, il faut d'abord comprendre que dans cette perspective, on ne peut parler de structure requise que si on admet que l'entreprise est un être vivant, doté de sa propre identité, à part entière, qui ne fait pas partie de l'espèce des hommes et qui fonctionne en symbiose avec les êtres humains évidemment, toutes les personnes qui fonctionnent de près ou de loin, toutes les parties prenantes au service de l'entreprise. L'entreprise est un organisme vivant d'une autre espèce, non humaine. Donc à partir du moment où on prétend dire qu'une entreprise est vivante, ce que beaucoup d'entre nous disons, encore faudrait-il le prouver ou l'illustrer. Si effectivement l'entreprise est un organisme vivant, alors elle a une structure vivante qui obéit au cycle d'évolution basé sur un code ADN. Donc quel est le code ADN de l'entreprise? Basé sur l'expression, ensuite deuxième élément de ce code ADN. Troisième élément, une fonction fitness de survie, et on va voir laquelle c'est en holacratie. Et le quatrième élément, c'est que cette structure vivante, cette entreprise, a la capacité de pouvoir faire varier le code, de pouvoir s'adapter au fil des évolutions. Or, c'est ce qu'on veut. Le point de départ, en fait, de ce qu'on veut avec holacratie, c'est de pouvoir rendre explicite le code ADN grâce à la notion de rôle, pour la doter, cette entreprise, de capacité d'adaptation au fil de l'évolution de la réalité, au fil de l'évolution, via ce qu'on appelle les tensions organisationnelles ressenties par les personnes dans l'exercice de leur rôle, et non pas des tensions personnelles ou interpersonnelles. Donc les tensions via les tensions organisationnelles, qui constituent la fonction fitness que je viens de rapidement d'évoquer, et grâce à ces tensions organisationnelles, elles vont pouvoir, ces tensions, être recyclées en évolution du corps de l'organisation. Donc le premier élément, c'est de rendre le corps de l'organisation explicite. Le code ADN de l'organisation est rendu explicite par un élément, un concept, une entité qu'on appelle le rôle. Alors je ne vais pas revenir sur la définition du rôle, puisqu'il y a eu maintes et maintes vidéos sur le sujet. Mais ça, c'est le point de départ. Ce qui permet aux entreprises qui adoptent holacratie de définir ce qu'on appelle la structure de rôle, la structure de cercle, dans une holarchie. Savoir des rôles, enfin des cercles dans des cercles dans des cercles dans des cercles, des rôles dans des cercles, eux-mêmes dans des cercles, eux-mêmes dans des cercles, etc., etc. Donc ça, c'est le point de départ. Si on se réfère aux travaux de Elliot Jaques, qui est ce fameux théoricien des organisations, qui a nommé cette structure requise dont on va parler tout à l'heure, bien il dit que dans toute entreprise, dans toute organisation, il y a trois structures. Il y a ce qu'il appelle la structure formelle de l'entreprise. En général, c'est un organigramme ou un PowerPoint avec des traits durs, en pointillés, etc. Des descriptions de postes, enfin tout document, toute documentation produite par une entreprise sur son site ou ailleurs, visant à rendre compte de la façon dont l'entreprise est organisée, c'est ce qu'il appelle la structure formelle. Facile à comprendre. La structure formelle, c'est celle qui est donnée dans les documents que tu reçois lorsque tu rentres dans l'entreprise. La deuxième structure, pour lui, il l'appelle la structure existante, celle qui opère en réalité. La structure qui opère en réalité, cette structure existante, est le plus souvent, pour ne pas dire tout le temps, différente, sensiblement différente, voire très sensiblement différente, voire significativement différente d'avec la première, la structure formelle. Pourquoi? C'est simple à comprendre, c'est parce que l'organigramme qui est assez statique, ou même les PowerPoint encore plus statiques, et les descriptions de postes toujours statiques, ne sont pas très vivants. Et la probabilité que ces documents soient à jour et reflètent exactement la réalité est très faible. Ceci d'autant plus que les outils utilisés pour définir les organigrammes ou les PowerPoint sont tellement confus, sujets à interprétation, qu'évidemment on est loin de la structure réelle. Donc la deuxième structure, la structure existante, celle qui opère en réalité, elle existe et elle est différente de la structure formelle. C'est celle que tu rencontres quand que tu travailles et que tu navigues dans cette entreprise. Et moi j'ai fait partie à une époque d'une entreprise extraordinaire, je ne vais pas nommer, la structure existante est très très différente de la structure formelle. Et il m'a fallu 3 années pour comprendre comment elle fonctionnait, et en tout cas rien à voir avec la structure formelle. La dernière structure, celle qu'évoque Elliot Jaques, il parle de la structure requise. La structure requise, c'est pour lui la structure la plus naturelle, c'est la structure qui est la plus pertinente, appropriée, à un instant T, la plus appropriée pour être conforme ou bien s'adapter à son environnement du moment, que ce soit un environnement interne ou un environnement externe. Et donc c'est vraiment intéressant pour tous ceux qui voudraient pouvoir être en mesure d'avoir une entreprise qui s'adapte, c'est-à-dire qui est à chaque instant en ligne avec la structure qui est requise de façon vivante. Alors si, comme avec holacratie, on est en capacité de définir le code ADN, de définir l'expression du code, de définir une fonction fitness, rappelez-vous la tension organisationnelle, et de définir un processus, un mécanisme, un procédé qui permet de faire varier le code, alors on peut aller vers cette promesse, vers ce but ultime qui est de pouvoir avoir une entreprise qui s'adapte
à la vitesse du changement, qui change aussi vite que le changement, sous réserve qu'on ressente bien les tensions qui permettent de faire varier le code, de faire évoluer l'entreprise. C'est ce qui se passe avec Holacracy. En tout cas, l'outil le permet. Après, évidemment, cet outil, pour qu'il fonctionne à plein et fasse ce que je vais raconter dans quelques instants, encore faut-il que l'ensemble des collaborateurs s'emparent de ces tensions organisationnelles et s'empare de cette mécanisme pour faire varier le code qui est la réunion de gouvernance. Supposons ça 2 minutes. Alors dans ce cas-là, la structure formelle en holacracy de l'organisation, c'est pas l'organigramme sur un papier ou sur un crowbar, c'est pas un PowerPoint, c'est pas les descriptions de postes, c'est la structure de rôle, ce qu'on appelle l'holarchie, et cette structure de rôle est pluguée, fixée, rendu visible par un logiciel. Il y a 2 logiciels, Glassfrog et Holaspirit, qui vous permettent de faire ça. Et donc, toute entreprise qui adopte Holacracy, effectivement, a acquis le logiciel de Glassfrog ou le logiciel Holaspirit. Et dans une des premières étapes, avant même de lancer les cercles, a mis son énergie dans cette étape qu'on appelle l'étape d'encodage, qui est une étape importante de la mise en place, lorsqu'on met en place, qu'on veut adopter ce moteur qui est Holacracy. Dans cette étape d'encodage, je vous rappelle, c'est là où on définit les rôles, on définit toutes les activités opérationnelles business, on définit toutes les activités opérationnelles RH, on définit quels sont les attendus managériaux et bien d'autres choses encore, parce que Holacracy ne possède pas tout ça. Holacracy, je vous rappelle, est une méta-constitution, un pouvoir constituant, et donc il y a lieu de l'adapter avant de le lancer dans telle ou telle entreprise. Et donc, ce qu'on fait pendant cette phase d'encodage, c'est la définition précise de cette structure qu'on plug sur Glassfrog ou sur Holaspirit. Et ça nous donne la structure formelle, la structure visible, qui est vivante par essence, puisque le logiciel, justement, permet de l'adapter. Donc ça, c'est la structure formelle. La structure existante, maintenant. La structure existante, celle qui opère en réalité, devrait être, si l'encodage a bien été fait, devrait être rigoureusement la même que la structure formelle, puisque un des principes, là je vous renvoie à des vidéos précédentes, un des principes de cette phase d'encodage, c'est d'encoder la réalité pour que ce qui est capturé dans le logiciel, Glassfrog ou Holaspirit, corresponde exactement à la réalité, parce que sinon il n'y aura pas d'ancrage. Et donc évidemment les gens, se rendant compte que ce qui est dans le logiciel ne correspond pas à la réalité, ne vont pas utiliser le logiciel. Or ce qu'on veut, c'est que ce logiciel fasse foi. Et donc dans l'encodage, lorsqu'il est bien fait, c'est la réalité qui est encodé. Et donc, au lancement de Holacracy, la structure formelle est égale à la structure existante. Et s'il y avait un écart, ça peut arriver, nul n'est parfait, eh bien cet écart, il serait noté puis recyclé en évolution de logiciel pour aller vers la structure existante. Donc pendant cette étape d'encodage, on a mis une exigence qui apporte beaucoup de frustration, qui est de n'encoder que la stricte réalité, que ce qui est, de encoder la structure existante, la structure réelle, et de recycler toutes les frustrations des uns et des autres, parce que tout à chacun projette une évolution de l'entreprise. Dans un document, on va leur demander de noter précieusement toutes ces évolutions qu'ils souhaitent. Et ces évolutions, on va leur demander de les garder pour plus tard, pour qu'elles puissent passer au filtre de la variation du code, alias la réunion de gouvernance. Lorsqu'on démarre Holacracy, la structure formelle, c'est celle du logiciel, qui est dans le logiciel, est égale à la structure existante. Et puis, s'il y a des évolutions désirées par les uns et les autres, peut-être que certaines de ces évolutions sont légitimes, on le verra plus tard, et puis toutes les évolutions voulues par les uns et par les autres, eh ben, on va leur demander d'attendre, les noter et d'attendre que soient lancés les cercles pour qu'ils puissent essayer de les injecter pour faire évoluer la gouvernance. Parce que Holacracy ne peut faire évoluer que les choses qu'à partir de la structure, l'être vivant d'entreprise, qu'à partir de la réalité. Donc voilà, c'est juste pour démontrer ici que la structure formelle est égale à la structure existante. Et si tel n'était pas le cas, alors il y aura un écart entre la structure existante et la structure formelle, et on s'empresserait d'actualiser la structure formelle pour qu'elle corresponde à la structure existante. Ça, c'est vraiment important. On voit bien qu'en Holacracy, la structure formelle est égale à la structure existante. Maintenant, on va aller du côté de la structure requise, à la fois pour pouvoir voir comment vont être traités tous ces souhaits d'évolution qui n'ont pas pu être pris en compte pour de bonnes raisons, lors de la phase d'encodage, et puis parce que l'entreprise va évoluer au fil du temps à travers ce qu'on appelle les tensions organisationnelles. Maintenant que la structure de l'entreprise est vraiment calée, ancrée dans la réalité, ça c'est vraiment essentiel, parce que et c'est du bon sens, on ne peut pas faire évoluer à partir d'un autre endroit que de la réalité. Sinon, on est hors sol. Et ce qu'on ne veut pas, c'est être hors sol. On est vraiment au service de l'organisation pour lui permettre d'évoluer à partir de la réalité. Qui peut évoluer à partir d'un autre endroit que l'endroit de la réalité? La structure requise, elle va se dessiner au fur et à mesure, se sculpter. Elle va évoluer instant après instant, à chaque fois qu'il y aura le code qui va varier, c'est-à-dire à chaque fois
que l'un des collaborateurs dans l'entreprise va ressentir une tension organisationnelle. Je rappelle au passage qu'une tension organisationnelle, ça n'est pas une tension personnelle. J'ai un problème avec mon conjoint, j'ai mal au dos, j'ai un problème avec mon banquier, ça c'est perso, ça n'a rien à voir avec l'entreprise. N'est pas non plus une tension interpersonnelle. Je ne peux pas voir machin, ou j'ai des problèmes avec madame Duchemol. Non, ça c'est des tensions interpersonnelles. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas les gérer, mais on ne va pas les gérer, on ne va pas mélanger ça avec l'évolution de l'organisation. Il y a des espaces pour gérer ses besoins sociaux, normaux, etc., etc. Non, là on s'intéresse uniquement aux tensions dites organisationnelles. Qu'est-ce que c'est qu'une tension organisationnelle? Je le répète, c'est une limitation que j'observe, moi, en collaborateur, moi, employé dans l'entreprise. C'est une tension que j'observe, c'est une limite que j'observe dans l'exercice de l'un de mes rôles qui m'empêche ou qui empêche ce rôle d'être plus performant. Ça peut être une demande d'amélioration, ça peut être une amélioration dans la durée, ça peut être une innovation. Et donc, j'ai besoin pour gérer, pour faire avancer les choses, pour gérer durablement cette limite, j'ai besoin de faire évoluer l'organigramme. J'ai besoin de faire évoluer les autres rôles, voire mon rôle aussi, dans la structure. Et pour ce faire, je vais à l'espace, et donc c'est là où je fais le lien avec la fonction fitness que je vous ai introduite rapidement, qui est le troisième élément nécessaire pour qu'on puisse prétendre vraiment avoir un organisme qui est vivant. Tous les mécanismes biologiques fonctionnent avec ces 4 éléments. Donc on est sur le troisième qui est la fonction fitness, fonction de survie. Et donc effectivement, cette tension organisationnelle est exactement cette fonction fitness. Et donc on va aller, le collaborateur qui ressent cette tension dans l'exercice d'un de ses rôles, c'est pas lui perso, c'est le rôle qui ressent une tension en fait à travers lui. Il va l'apporter à une réunion, à un espace où on peut faire varier le code, où on peut faire varier la structure, où on peut faire évoluer la structure de rôle, où on peut faire évoluer ce qu'on appelait autrefois l'organigramme. L'organigramme de la distribution, non pas du pouvoir, mais des puissances et des autorités, dans le cas de l'holacratie. Dans cet espace qu'on appelle la réunion de gouvernance en holacratie, à travers un processus très précis, très rigoureux, qui va d'abord veiller, d'une part, premier tamis, à ce que cette tension soit véritablement organisationnelle et non pas une tension personnelle ou un fantasme ou une tension interpersonnelle. Ça ne veut pas dire qu'on ne gérerait pas, mais ce ne serait pas au même endroit. Mais à partir du moment où on a su démontrer qu'il y a une situation concrète, passée au présent, dans laquelle cette personne, dans ce rôle-là, nommément, effectivement a ressenti une limite dans son potentiel de création de valeur, alors effectivement c'est de la bonne, c'est une tension organisationnelle et on va poursuivre le processus. On va juste vérifier ensuite, en faisant une proposition de modification de la structure, que cette modification de structure, si elle est appliquée, elle ne va pas créer de dégâts collatéraux auprès d'autres compartiments du jeu, au niveau d'autres rôles du cercle. Mais à partir du moment où elle n'occasionne aucun dégât collatéraux sur d'autres parties du jeu, c'est-à-dire sur d'autres rôles du cercle, à ce moment-là, elle sera actée. Et on aura fait évoluer, comme ça, on aura fait évoluer la structure de rôle du cercle, en l'occurrence. Donc on aura actualisé la structure qui était requise. La structure requise, c'est celle qui aspire à être. Comment est-ce qu'on peut ressentir une structure requise? Juste être à l'écoute des tensions organisationnelles et les prendre en main, les gérer, les traiter de sorte à faire évoluer. Donc la structure requise, elle est juste au bout des tensions organisationnelles ressenties par l'ensemble des collaborateurs dans l'exercice de leur rôle. La structure requise, à partir du moment où les personnes ressentent bien les tensions organisationnelles, c'est-à-dire les limites dans leur rôle, et qu'elles les recyclent ou elles les apportent dans cet espace où on peut faire varier le code, dans cet espace qu'on appelle la réunion de gouvernance, eh bien la structure requise va être actualisée et va remplacer la structure formelle qui est égale à la structure réelle, qui est celle qui est dans le logiciel. Si je résume, eh bien grâce à la notion de rôle, qui est le code ADN de la structure de l'organisme vivant qui est celui de l'entreprise, qui n'a rien à voir avec les personnes, même si évidemment il y a une relation très forte entre personne et rôle, mais c'est une autre dimension. Donc grâce à ce code ADN, on est maintenant en capacité d'avoir une structure formelle qui corresponde à la structure existante, la structure réelle, et qui peut évoluer, pas n'importe comment, pas à partir d'un processus mental comme on le faisait autrefois, mais à travers ce qu'on appelle des tensions organisationnelles, nous garantissant que la structure requise va être actualisée à chaque fois qu'il y a lieu et matière qu'elle soit actualisée, c'est-à-dire à chaque fois que nous sommes en capacité, à travers le ressenti d'un collaborateur qui ressent quoi? Une limite dans l'exercice d'un de ses rôles. Donc le corps de l'organisation, imaginez une organisation avec son corps, d'ailleurs c'est facile à imaginer, son corps est rendu explicite sur ce logiciel, Glassrog ou Spirit. Le corps de l'organisation va évoluer instant après instant, va se sculpter instant après instant, à chaque fois que l'un des collaborateurs, d'un des employés, d'un des acteurs de l'entreprise a ressenti une tension organisationnelle et l'a apporté en réunion de gouvernance. Et donc le corps va varier comme ça, grâce à cette quatrième fonction qui est la capacité, à travers la réunion de gouvernance, d'holacratie, de pouvoir faire varier le code ADN
de l'entreprise. Et c'est ainsi qu'on arrive à effectivement une organisation qui est vraiment vivante. Et quand je parle de capacité du vivant, je parle de tout ça. Sans ces mécanismes-là, les gens qui parlent d'organisme vivant, c'est de la fantaisie, c'est de la poésie. C'est très joli, mais ce n'est pas concret. Pour que ça soit concret, encore faut-il, 1, rendre compte de ce code, illustrer, révéler ce code ADN, 2, l'exprimer à travers les rôles, 3, avoir un mécanisme qui permette de différencier la fonction fitness liée à l'organisation des tensions ressenties à titre personnel ou interpersonnel par les personnes, et 4, d'avoir un mécanisme qui puisse permettre de faire varier le code à partir de ces tensions organisationnelles, j'insiste. Et à partir de ce moment-là, vous n'avez plus qu'une seule structure, instant après instant, à une réunion de gouvernance près, une seule structure qui va évoluer dans un processus écologique, puisque les tensions ne sont pas inventées, elles sont ressenties par les collaborateurs dans l'exercice de leur rôle. Une seule structure qui rend identique en fait la structure formelle, la structure existante et la structure requise. Adieu les cabinets de restructuration. Là, j'ai une partie où je me moque de moi parce que j'ai fait ça une partie de ma vie, où je m'arrivais dans une entreprise et je déclarais, où je conseillais un dirigeant pour qu'il puisse définir sa structure to be, la structure qui était idéale. Et même si je ne m'étais pas trompé, c'est la probabilité pour que je ne me sois pas trompé très faible, évidemment, voire nulle, mais même si je ne m'étais pas trompé, le temps qu'on l'installe, cette structure, à coup de beaucoup d'argent et beaucoup d'énergie et de stress pour tout le monde, eh bien, elle aurait été déjà obsolète le moment où le jour J, elle était lancée. En conclusion, je voulais dire ces quelques mots pour vous expliquer ce qu'était la structure requise d'une entreprise. Et ce qu'est la structure requise d'une entreprise, vous l'aurez compris, c'est aussi la structure requise d'un cercle, d'une équipe, la structure requise d'un rôle, celle qui aspire à être. On passe d'un schéma mental où toutes les réorganisations sont décidées mentalement, avec ses bons côtés, mais aussi ses limites, par des êtres humains, à une structure vraiment vivante, c'est-à-dire une structure qui évolue avec l'énergie de la vie à travers des tensions organisationnelles. Mais ça a un coût évidemment. On ne peut pas le faire comme ça, on ne peut pas déclarer mon entreprise est vivante, ça ne veut rien dire. Une entreprise vivante passe nécessairement par un certain nombre de capacités à mettre en place, un code ADN, d'où le mécanisme de rôle, l'expression de ce code évidemment, ensuite une fonction fitness, d'où le mécanisme de tension organisationnelle, pas tension personnelle ou interpersonnelle, organisationnelle, et enfin un mécanisme ou un espace pour pouvoir faire varier le code, ce qu'on appelle la réunion de gouvernance. Et puis ensuite, évidemment, ça passe par la capacité des individus dans une entreprise à s'emparer, à faire fonctionner les rôles comme ils sont et à s'emparer de ces fonctions fitness et de cet outil qui permet de faire varier le code. Voilà ce que je voulais vous dire à ce propos.